Nous avons vu à la fin du premier cours que le fer était attaqué par l'ion H+, qu'il était oxydé par l'ion H+. Nous savons que les métaux sont donc des réducteurs qui sont classés avec leur couple oxydant-réducteur sur une échelle des potentiels standards qui ne dépend que de la température. Et on voit sur cette échelle que dans les conditions standards qui sont pH 0 et pression en dioxygène ou en dihydrogène égale à 1 bar, que le potentiel standard des deux couples de l'eau, à savoir le couple O2H2O et le couple H+H2, sont des potentiels standards qui sont supérieurs à celui de nombreux métaux dans les conditions standards. Mais pour savoir si un métal peut être corrodé ou attaqué ou oxydé par H+, ou par O2, il ne suffit pas de connaître les potentiels standards, mais il va falloir comparer leur potentiel de Nernst. Donc voici les expressions des potentiels de Nernst, des différents couples ox-red des métaux, où on voit que l'expression du potentiel de Nernst de chaque couple métallique dépend évidemment de son potentiel standard et de la concentration en espèces dissoutes, en l'occurrence la concentration en cation métallique. Pour les deux couples de l'eau, O2H2O et H+H2, eh bien, ces potentiels dépendent évidemment de la concentration des espèces dissoutes, à savoir l'ion H+, si on écrit les demi-équations O2 donne H2O et H+ donne H2, on verra apparaître des ions H+. Donc ce potentiel eh bien, va dépendre du logarithme de la concentration d'H+, à savoir qu'on va pouvoir l'exprimer en fonction du pH. 1,23 moins 0,06 pH pour le couple O2H2O et pour le deuxième couple de l'eau, moins 0,06 pH pour le couple H+H2, qu'on peut noter aussi le couple H2O-H2. Les deux notations sont envisagées. Pour visualiser correctement ces deux couples de l'eau et leur comportement en fonction du pH, on utilise de façon pratique le diagramme de Pourbet, appelé aussi diagramme tension pH, et on verra qu'on pourra faire figurer sur les diagrammes de Pourbet des métaux notamment, ces deux droites, ces deux caractéristiques des deux couples de l'eau pour étudier l'oxydation humide des différents métaux. Voici donc symbolisé sur le diagramme de Pourbet les deux droites de l'eau, dont on connaît bien l'ordonnée à l'origine de l'une et de l'autre, 1, 23 et 0, avec donc l'expression des deux caractéristiques, des deux équations de droite, pour le couple O2H2O, 1, 23 moins 0,06 pH, et puis pour le couple H2O-H2 ou H+H2, noté indifféremment, moins 0,06 pH, donc deux droites qui sont parallèles puisqu'elles ont la même pente, moins 0,06 volts par unité de pH. Je précise bien que ici on parle bien de corrosion humide et que O2 intervient ici en tant que gaz dissous dans l'eau. Ce diagramme avec les deux courbes de l'eau nous permet de déterminer des domaines de stabilité, à savoir domaine de stabilité de O2 dans la partie supérieure, de H2O entre les deux droites et de H2 dessous donc des deux droites. On peut envisager d'expliquer ces domaines de stabilité de la façon suivante. Tout oxydant qui serait situé dans un domaine, dans le domaine supérieur au-dessus de la droite O2H2O, serait susceptible d'agir sur H2O, de l'oxyder pour donner du O2. Donc on a bien ici effectivement le domaine de stabilité de O2, tout oxydant qui est de potentiel supérieur à cette droite O2H2O sera un oxydant pour H2O et formera du O2. De la même façon, tout oxydant de potentiel pris à l'intérieur de ce domaine-là, donc sera susceptible d'oxyder H2 pour former H2O. Donc on aura bien un domaine de stabilité de H2O à l'intérieur de ces deux droites. Toute espèce chimique qui serait de potentiel compris dans la partie inférieure, eh bien, serait de potentiel pas suffisamment élevé pour agir sur H2, et donc on aurait bien ici au-dessus le domaine de stabilité de H2O et en dessous le domaine de stabilité de H2. On va pouvoir faire intervenir aussi un certain nombre de
de considération maintenant par rapport aux métaux qui seraient susceptibles d'être présents. Donc si je reprends le raisonnement précédent, tout oxydant qui serait situé dans cette zone-là, effectivement, est susceptible d'oxyder H2O en O2, mais on peut envisager maintenant l'hypothèse suivante. Un métal, que j'ai noté ici, métal 1, qui serait présent, qui aurait un potentiel de couple, qui serait situé dans cette zone-là, et bien serait susceptible d'être oxydé par O2, pour donner évidemment H2O, et puis un métal, le métal oxydé, c'est-à-dire le cation métallique correspondant. De la même façon, on va envisager aussi un métal numéro 2 qui lui serait en dessous ici de la deuxième droite, H2O, et bien lui il peut évidemment être oxydé par H2O pour donner H2 et évidemment un cation métallique. On envisage de toute façon aussi que l'eau qui contient du O2 dissous va pouvoir aussi contribuer à l'oxydation via ce O2 dissous, et O2 dissous il est aussi supérieur en potentiel au potentiel de ce métal-là que j'ai situé tout en bas. Donc O2 est aussi un oxydant pour ce métal-là, et on va avoir formation d'un cation métallique avec formation aussi d'eau. Effectivement, là, on aura la coexistence de deux réactions, ce qui complique un petit peu le dessin, je vous l'accorde. L'étape suivante, ça va être effectivement de regarder par exemple par rapport à un métal qui est très répandu dans l'industrie, qui est le fer, de voir un petit peu l'incidence et la capacité qu'ont les deux coupes de l'eau à oxyder le fer en différentes espèces selon le pH. On remarquera ici les espèces dissoutes, Fe3+, Fe2+, qui sont des espèces donc en solution. L'ion fer3 peut se complexer et donner le solide FeOH 3 fois à partir de pH 2 pour les concentrations en Fe3+, qui serait égal à 10 - 2 mol par litre, pour ce qui est du diagramme ici. Et on connaît aussi l'oxyde de fer 2, FeOH 2 fois, qui lui est un précipité qui se forme à partir de pH 7,4 pour les concentrations 10 - 2 mol par litre. Ce sont les différents tracés des différentes droites que nous avons sur ce diagramme qui nous occupera lors du cours numéro 2.